Don't be rude. You are fake news. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. Does that make sense? They will be met with fire and fury. Does that make sense? This egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. We will have no choice but to totally destroy North Korea. It's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Salut et bienvenue dans Trump 2020, le podcast TTSO IFRI Slate qui décortique l'actualité de la campagne présidentielle américaine avec Laurence Nardon, Madame États-Unis à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Le week-end dernier, les sites pétroliers saoudiens ont été frappés par des drones, vraisemblablement envoyés soit par des rebelles Houthis, le groupe chiite impliqué dans la guerre civile yéménite en cours depuis 2014, soit par le Hezbollah ou autres milices chiites, soit directement par les Iraniens. Alors, ces événements suivent un été qui a été marqué par l'arraisonnement d'un pétrolier iranien par les Britanniques, puis britannique par les Iraniens dans le détroit d'Ormuz en juillet, par l'interception d'un drone américain par l'Iran en juin, d'autres attaques de pétroliers en mer d'Oman auparavant. Clairement, on est dans un scénario d'escalade. Trump, comme à son habitude, souffle le chaud et le froid. Il avait proposé de rencontrer le président iranien Hassan Rouhani lors de l'Assemblée générale de l'ONU qui démarre cette semaine, ce qui serait une première. Mais dimanche soir, il a déclaré que les États-Unis étaient prêts à tirer lock and loaded. Laurence, que se passe-t-il ? Est-ce que la guerre Iran-US va avoir lieu ? Il faut espérer que non. Ce qui est vrai, c'est que les tensions sont au plus haut entre les deux pays depuis un moment. Vous parliez du drone américain qui a été abattu par des Iraniens au mois de juin. Rappelez-vous que les États-Unis avaient prévu une frappe en riposte que Trump a annulée, soi-disant, au dernier moment. Mais cette tension est retombée. Une fois sa réaction épidermique passée, Trump calme le jeu. Ce qu'on sait, au fond, c'est que Trump ne veut pas la guerre. Il l'a dit à plusieurs reprises. Il n'est pas exclu que ces menaces soient donc une réaction épidermique ou une manière de négocier avec Rouhani de la manière brutale à laquelle Trump nous a déjà habitués avec Kim Jong-un. Par ailleurs, le départ de Bolton, qui poussait à la guerre depuis le début, semble une bonne indication, mais bon, il ne faut pas exagérer le rôle des conseillers de Trump puisque ce président n'en fait qu'à sa tête. Mais ce qu'on sait, et ce que vous nous avez déjà dit, c'est que Trump déteste l'Iran. Oui, si on regarde les perspectives historiques un peu plus longues, on se souvient que l'un des événements les plus traumatisants pour les Américains dans ces dernières décennies, ça a été la retenue en otage du personnel de l'ambassade américaine à Téhéran en 1979, au début de la révolution iranienne. Ces gens ont été retenus près de 14 mois en otage. Et pour quelqu'un de la génération de Trump, il y a un souvenir extrêmement cuisant, extrêmement humiliant de cet épisode. Donc ça joue dans sa détestation de l'Iran. Et cette dernière est renforcée aujourd'hui, d'une part par les Israéliens, menacés régulièrement de destruction totale par le régime de Téhéran, et d'autre part par les Saoudiens qui eux aussi détestent l'Iran, chef de file des chiites, alors que, comme vous savez, les Saoudiens sont les chefs de file des sunnites, ces deux courants du monde musulman. Et comme on sait, Israël et l'Arabie saoudite sont des alliés extrêmement proches des États-Unis en général et de l'administration Trump en particulier. Par rapport à Obama, est-ce qu'on est dans une approche différente de la part de Trump ? Complètement. Là où Trump déteste l'Iran, Obama, lui, avait un grand projet pour le Moyen-Orient. Obama, ce président un peu intello, avait des grands projets sur beaucoup de choses. Et sur le Moyen-Orient, notamment, il en avait un qui consistait à chercher à rééquilibrer les puissances dans la région. Et pour cela, ce qu'il cherchait à faire, lui, c'était à limiter la puissance de l'État israélien et également rappeler aux Saoudiens qu'il les avait à l'œil sur les questions de terrorisme. Ce qu'on sait depuis les attentats de 2001 et même avant, c'est que les pays occidentaux ne sont plus visés uniquement par un terrorisme chiite, le Hezbollah, ça c'était les années 80-90, mais par un terrorisme sunnite porté par Al-Qaïda, donc les attentats de 2001, et puis plus récemment par Daesh. Et donc l'administration Obama souhaitait faire passer le message aux Saoudiens qu'il ne fallait plus qu'ils soutiennent ces terroristes, ce qu'ils font directement ou indirectement depuis longtemps, on le sait. Obama avait le projet de ramener l'Iran dans le jeu régional, d'où la négociation de ce traité sur le nucléaire iranien. Refaites-nous un petit résumé des épisodes précédents sur justement ce traité nucléaire. Ce traité nucléaire, qui s'appelle le JCPOA, encadre les efforts de l'Iran en matière de nucléaire militaire pour une période de 10 ans. Donc il a été conclu en août 2015 et il devait normalement courir jusqu'à 2025.
L'objectif, c'est donc que les Iraniens cessent leur progrès en matière d'armes nucléaires en échange d'une levée des sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Alors, Trump, depuis sa campagne et puis depuis qu'il est arrivé à la Maison-Blanche, a dénoncé ce traité comme le pire traité jamais conclu par les États-Unis, the worst deal ever. Est-ce qu'il a raison ou pas ? Il est vrai que lors des négociations, Laurent Fabius, qui était notre ministre des Affaires étrangères à l'époque, avait lui aussi pas mal de réserves sur le traité. Mais à l'heure actuelle, on est tous sortis de l'accord ? Non, les États-Unis sont sortis de l'accord en mai 2018. Les Russes, qui sont aussi partis au traité, ainsi que les Européens, sont toujours dans l'accord, mais ils n'ont pas pu empêcher le départ des États-Unis et surtout, ils n'ont pas pu empêcher le renforcement des sanctions américaines. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les Iraniens n'exportent quasiment plus de pétrole à cause des sanctions et donc le pays est dans un état économique désastreux. Les sanctions américaines contre l'Iran impactent indirectement les entreprises des autres pays. Aujourd'hui, des firmes françaises comme Total ou Peugeot, qui avaient lancé des programmes très ambitieux en Iran après la conclusion de cet accord, JCPOA, ont dû se retirer du pays. Et là, on touche à un sujet extrêmement important qui fera sans doute l'objet d'une de nos prochaines chroniques, Romain, c'est le sujet de l'extraterritorialité du droit américain. Par le biais de l'utilisation du dollar, tous les acteurs économiques du monde se retrouvent sous le coup de la loi américaine. Et ça, c'est vraiment un privilège, certains disent un scandale, une nouvelle forme de l'impérialisme américain dans le monde. Vous parlez d'économie, mais parlons pétrole. Et est-ce que le pétrole, et quel est le rôle que joue le pétrole dans la politique des États-Unis au Moyen-Orient ? C'est le moment où les historiens ressortent de leur tiroir l'épisode de l'entrevue entre le président Roosevelt et le roi d'Arabie Saoudite, le roi Saoud, en février 1945. Une entrevue qui a eu lieu à bord d'un navire de guerre américain. Roosevelt revenait de Yalta. Et c'est ce jour-là qu'un pacte aurait été conclu entre les deux pays, enfin a été conclu entre les deux pays, sécurité contre pétrole. C'est-à-dire que les États-Unis s'engageaient à assurer la sécurité du royaume et en échange, ce dernier s'engageait à livrer suffisamment de pétrole aux États-Unis dans les décennies suivantes. Alors aujourd'hui, bien évidemment, les États-Unis ne dépendent plus de l'Arabie Saoudite pour le pétrole et le gaz, puisque depuis 2005, ils ont enclenché l'exploitation de leurs ressources en pétrole et gaz de schiste, et donc ils sont indépendants. S'ils sont indépendants, pourquoi est-ce que Trump affiche toujours autant de fidélité et de proximité avec les Saoudiens ? En réalité, les Américains n'ont pas du tout intérêt à ce que le marché du pétrole devienne instable dans le monde, parce que ça causerait des problèmes économiques au moment même où on commence à parler de récession et où Trump entre en campagne électorale. Or, après les attaques de dimanche, les cours du brut lundi avaient augmenté de 8%. Même si aujourd'hui les choses semblent calmer puisque les Saoudiens ont assuré reprendre une production normale dans les jours qui viennent. Et puis, deuxième raison de l'intérêt américain, c'est que les États-Unis restent la principale puissance maritime dans le monde et ils sont de facto en charge du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz et d'ailleurs dans toute la région. Ils ont intérêt à ce que les choses se passent bien. Dans cet Orient compliqué où rien ne semble avoir marché dans les dernières années, dans les dernières décennies, qu'est-ce qui reste comme marge de manœuvre pour Trump ? Au final, il semble que la marge de manœuvre d'un président américain aujourd'hui, Trump ou un autre, est extrêmement faible. Les présidents américains récents ont tous essayé de partir de la région et à chaque fois, ils y sont ramenés par des enjeux inextricables, explosifs et qui très largement les dépassent. Ce qu'on a vu, c'est que chaque fois que les présidents américains sont intervenus depuis la guerre en Irak, les choses se sont mal passées. Lorsque Obama, de son côté, a refusé d'intervenir en Syrie, ça n'a pas donné de bons résultats non plus. Et donc, on a l'impression que, quoi qu'il fasse, les choses vont mal se terminer. Bien, c'est sur cette note pleine d'optimisme que nous nous quittons, Laurence, pour cette semaine. Merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une autre conversation autour des États-Unis et de la campagne présidentielle. Merci Romain, à la semaine prochaine. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.